Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 19 décembre. Voici les titres de ce journal. La reine d'Angleterre a ouvert la nouvelle session du Parlement britannique après les législatives remportées par les conservateurs. La réalisation du Brexit le 31 janvier, c'est la priorité du gouvernement de Boris Johnson. En Russie, la traditionnelle conférence de presse de fin d'année de Vladimir Poutine, le président russe a notamment parlé de l'Ukraine, du climat ou encore des sanctions sportives contre son pays. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a mis en accusation Donald Trump, notamment pour les faits d'abus de pouvoir. La balle est maintenant dans le camp du Sénat, qui devrait acquitter le président américain. Et puis il y a 25 ans était découverte en France la grotte Chauvet, un témoignage unique du paléolithique. Des peintures d'animaux vieilles de 36 000 ans y sont représentées. Bienvenue au Royaume-Uni, donc le cap est mis clairement sur le Brexit le 31 janvier. Depuis sa victoire aux législatives, Boris Johnson a désormais les coups des franches pour concrétiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Premier ministre a le soutien de la reine d'Angleterre qui a ouvert la session du nouveau Parlement britannique. Maxime Weiss. Une semaine après l'écrasante victoire de Boris Johnson aux élections législatives, c'était à la reine de prendre la parole pour le discours du trône. Une tradition des institutions britanniques qui veut que ce soit à la souveraine de lire la déclaration de politique générale préparée par le Premier ministre. Get Brexit done, réalisons le Brexit. C'était le slogan de Boris Johnson pendant la campagne et il compte bien le mettre en application au plus vite. La priorité du gouvernement est de rendre effectif le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 janvier. Mes ministres présenteront une législation visant à garantir le départ du Royaume-Uni à cette date et à tirer le meilleur parti des possibilités que cela représente pour le peuple du Royaume-Uni. Par la suite, mes ministres chercheront à établir avec l'Union européenne une relation future fondée sur un accord de libre-échange qui profite à l'ensemble du Royaume-Uni. Devant une chambre des lords bondée, la reine a ensuite égrené toutes les réformes auxquelles compte s'attaquer l'exécutif, du système de santé à la politique extérieure. Le gouvernement s'efforcera de promouvoir et d'étendre l'influence du Royaume-Uni dans le monde. Un examen intégré de la sécurité, de la défense et de la politique étrangère sera entrepris pour réévaluer la place de la nation dans le monde, couvrant tous les aspects de la politique internationale, de la défense à la diplomatie et au développement. Le gouvernement Johnson va présenter à la Chambre des communes une loi d'application de l'accord de sortie avec Bruxelles. Après 3 années de psychodrame, le divorce n'a jamais été aussi proche. Boris Johnson présentera son accord de Brexit demain devant le Parlement. Il devrait donc désormais avoir le feu vert des députés pour réaliser la sortie de l'Union européenne fin janvier. Débuteront ensuite des négociations sur la future relation entre Londres et l'Union européenne. On retrouve à Bruxelles Grégoire Laurie. Grégoire, Boris Johnson veut aller vite. Comment voit-on les choses à Bruxelles? Eh bien, Julien, à Bruxelles, les institutions européennes attendent dans un premier temps la ratification de l'accord de sortie par les députés britanniques. Mais les 27 ont quand même la tête déjà tournée vers l'étape suivante, à savoir la négociation d'un nouveau partenariat commercial avec Londres. Le Premier ministre britannique veut conclure ces discussions d'ici la fin de la période de transition qui débutera lors du retrait du Royaume-Uni, soit le 31 janvier en principe, et qui se terminera le 31 décembre 2020. Pour sécuriser ce calendrier, Boris Johnson envisage même d'interdire par une loi toute éventuelle extension. Downing Street se donne ainsi 11 mois de pourparlers. À titre de comparaison, il a fallu 7 ans de discussion entre l'Union européenne et le Canada pour s'entendre sur un accord de libre-échange. Pour la présidente de la Commission européenne, c'est un programme présomptueux. Le spectre d'un no deal n'est donc toujours pas écarté. Mais pour Ursula von der Leyen, cette issue brutale serait plus lourde de conséquences pour Londres que pour l'Union européenne. Merci Grégoire Laurie depuis notre bureau à Bruxelles. Dans le reste de l'actualité, en Russie, la traditionnelle conférence de presse de fin d'année de Vladimir Poutine, l'occasion pour le président russe de faire le bilan de l'année écoulée et d'évoquer les dossiers brûlants du moment. Stéphanie Morbois.
Politique monétaire, géopolitique, sanctions contre la Russie, situation en Ukraine. Pendant 4h14, le président russe Vladimir Poutine a répondu aux questions des journalistes russes et étrangers ce jeudi. Un exercice auquel il se livre une fois par an lors de cette traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Je trouve très inquiétantes les déclarations du président Vladimir Zelensky à la suite de son départ de Paris, selon lesquelles les accords de Minsk pourraient être révisés. Si la révision des accords se produit, la situation pourrait se retrouver dans une impasse. En ce qui concerne le retrait des troupes étrangères du Donbass, il n'y a pas de troupes étrangères sur place, il y a des milices populaires et des forces d'autodéfense locales. Elles sont composées de résidents locaux. Vladimir Poutine s'est aussi exprimé sur le réchauffement climatique, remettant en cause le quasi-consensus scientifique sur la responsabilité de l'homme sur les dérèglements du climat. Et ce n'est pas la première fois qu'il tient de tels propos. Personne ne connaît en réalité les raisons du changement climatique mondial. Nous savons que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des périodes de réchauffement et de refroidissement, et cela pourrait dépendre de processus globaux dans l'univers. D'une légère inclinaison de l'axe de la Terre en rotation ou de son orbite autour du Soleil. Le président russe a néanmoins réaffirmé l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de son pays et le respect de l'accord de Paris sur le climat. En Russie, toujours une fusillade a éclaté cet après-midi à Moscou, près du siège du FSB, les services de renseignement russes. Le tireur a été neutralisé, le quartier a été bouclé. Des coups de feu ont retenti ce jeudi soir en plein centre-ville de Moscou, près du siège du FSB, les services secrets russes. Le FSB a confirmé qu'un de ses agents avait été tué pendant cette attaque, qualifiée d'acte terroriste par les services de renseignement. Ces derniers ont également indiqué que l'assaillant était seul et qu'il n'avait pas réussi à entrer dans le bâtiment. Selon le ministère russe de la Santé, 5 autres personnes auraient été blessées durant l'attaque. L'assaillant a ouvert le feu au 12 rue Lubyanka, à quelques centaines de mètres de la place Rouge. Le quartier a ensuite été bouclé par la police. Cette fusillade est intervenue quelques heures après la fin de la grande conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine. Pas de surprise, aux États-Unis où Donald Trump a été mis en accusation par la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, pour des faits d'abus de pouvoir et d'entrave au Congrès. Un vote toutefois sans conséquences directes pour le président américain. C'est le Sénat qui aura le dernier mot. Les républicains y sont majoritaires et ils ont promis de s'opposer à la destitution de leur champion. Sandrine Delorme. On this vote, the yeas are 230, the nays are 197. Aucun applaudissement n'a été autorisé par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, après ce vote tant attendu par les démocrates américains. Mais le milliardaire républicain est bien devenu cette nuit le 3e président de l'histoire américaine renvoyé devant le Sénat pour un procès en destitution. Les 2 accusations pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès ont été retenues après une longue journée de débats houleux entre démocrates et républicains. La chef démocrate Nancy Pelosi a ensuite demandé un procès juste au Sénat. La décision est tombée au moment même où Donald Trump était dans un meeting de campagne à Battle Creek dans le Michigan, à environ 1 millier de kilomètres de Washington. Une synchronisation voulue par le président américain et il a plutôt réussi à cacher sa colère. On ne dirait pas que je vais être destitué, non, a-t-il raillé devant ses partisans. Le pays se débrouille mieux que jamais, nous n'avons rien fait de mal et nous avons le fabuleux soutien du Parti républicain, un soutien que personne n'a jamais eu. Les républicains affirment que les démocrates ont mené cette procédure en destitution contre Trump car ils craignent d'être battus à la présidentielle de 2020. Comme il appartient maintenant au Sénat de juger Donald Trump, les républicains qui contrôlent cette chambre haute ont déjà prévenu qu'ils avaient la ferme intention d'acquitter leur président. Preuve ou non que Trump ait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur le fils de son rival potentiel à la prochaine présidentielle, Joe Biden, et exercer des pressions sur Kiev. Ce procès exceptionnel commencera sans doute dès janvier au Capitole.
De nouvelles manifestations sont attendues demain en Algérie où le nouveau président Abdelmadjid Tebboune est officiellement entré en fonction aujourd'hui après une élection marquée par un taux d'abstention record. L'opposition voit en ce nouveau chef de l'État un pur produit du système algérien. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité vue par nos autres rédactions. C'est notre rubrique Euroviews, en partie en version originale. La seguridad más que lo meramente deportivo era el objetivo principal ante el duelo entre Barcelona y Real Madrid. Notre bureau espagnol revient sur cette soirée tendue hier soir en marge du Classico à Barcelone entre le Barça et le Real Madrid. Les partisans de l'indépendance de la Catalogne ont profité de cette rencontre au sommet pour faire entendre leur voix et demander la libération des prisonniers politiques. Des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants. Bilan de cette soirée, une cinquantaine de blessés, plusieurs arrestations et sur le terrain, un triste match nul 0-0. È la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo. Notre bureau italien évoque cet impressionnant coup de filet qui a visé la 'ndrangheta, la mafia calabraise. Au total, 334 arrestations, dont des avocats, des comptables ou un ancien parlementaire, et des saisies de biens pour une valeur de 15 millions d'euros. Ce raid mené dans plusieurs régions est le plus gros coup de filet contre la 'ndrangheta depuis le procès de Palerme en 1987. Inoltre è notificato un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro. Österreichs bekanntestes Kaiserpaar ist nun auch am Sternenhimmel vertreten. Ein Exoplanet namens... Notre bureau allemand nous emmène dans l'espace où 112 exoplanètes et leurs étoiles viennent d'être baptisées. Les noms ont été choisis par les pays du monde entier à l'issue d'une vaste consultation publique. L'Autriche a ainsi choisi de nommer une planète Sissi et son étoile Franz, un clin d'œil bien sûr à l'histoire. Les Pays-Bas, quant à eux, ont choisi des noms de tableaux de Van Gogh. Konnten online abstimmen lassen, wie sie je einen Stern mit zugehörigem Exoplanet nennen wollen. C'est un témoignage unique du passé. La grotte Chauvet dans le sud de la France a été découverte il y a 25 ans. Un site exceptionnel que vous fait redécouvrir Maxime Weiss. C'est un endroit hors du temps qui nous emmène très loin, il y a 36 000 ans. La grotte Chauvet, située dans le sud de la France, a été découverte un 18 décembre, il y a tout juste un quart de siècle. Pour les 3 spéléologues qui l'ont révélée, cette vision a été un bouleversement, car la précision du trait et le jeu avec les aspérités de la paroi éclairent d'un jour nouveau la pratique artistique de nos ancêtres. Une plongée dans le paléolithique. Ils ont fait ça à la lueur de torche. Ici, on est à 500 mètres de la lumière du jour, donc il faut venir très profondément. Et ils ont dessiné ça avec des charbons de bois. C'est-à-dire qu'un peu partout dans la grotte, ils ont fait des feux pour créer des charbons qu'ils vont tailler en pointe, comme on le ferait avec un fusain. Et ils ont dessiné ces animaux avec la force de l'esprit, la force de l'imagination. La cave, aujourd'hui reconstruite à l'identique pour les visiteurs, abrite quelques 950 peintures. Des mammouths, des rhinocéros laineux, mais surtout des lions, l'espèce la plus peinte à Chauvet, comme l'explique ce guide. Ces lions sont représentés en train de probablement se déplacer, de bondir sur leur proie. Et ces proies, c'est peut-être ces bisons. Et ces bisons, eux, on les a représentés en train de venir vers nous. Ils passent du profil à la face et ils sont en train de courir jusqu'à nous. On dessine des choses qui s'animent, des animaux qui bougent et qui viennent vers nous. C'est l'ancêtre du cinéma un petit peu, si vous voulez. Il y a quelques jours, une découverte exceptionnelle a été faite en Indonésie. Des peintures vieilles de 44 000 ans, antérieures à Chauvet. Une nouvelle fenêtre sur un monde et des hommes, finalement si proches de nous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.